Valérie Mérès. Jean-Luc Lemoyne. Jean Benguigui. Pierre Bénichou. Et le retour après vacances scolaires de Jacques Martin. Exactement. Ça, c'est la rentrée, hein. Aujourd'hui et demain, c'est la rentrée. C'est demain Pour moi. Paris, mais pour les autres zones, c'est dans une semaine. Il y a d'autres zones. Donc c'est je vrai. fais un salut bien bas à toutes les grand-mères. Quel rapport? Parce que tu te goinfres les gosses. Les parents sont fatigués, les pauvres chéris, ils te filent les gosses. Non, j'aimerais Toi, que t'es grand-père et père, donc tu dois savoir. Oui. Ben moi, je fais un blow, tu vois. Non, écoutez, vous savez à quel point je vous admire tous les deux, vous êtes mes aînés. Et j'aimerais que l'émission ne commence pas par les petits-enfants, tu te les goinfres, et l'autre qui répond, moi je fais un blow. On n'est pas là au marché aux puces à Saint-Ouen. Oui, d'accord. On est rue François 1er, dans le 8e arrondissement de Paris, tout près de cette tour Eiffel qui a failli être détruite. Alors, assez. Par Mitterrand. On en parlera dans un instant. N'allez pas plus vite que la musique parce Oui. qu'on aura quelqu'un au téléphone qui Oh, nous je vais ma vitesse que je veux. moi. C'est vrai, t'es toujours là à déflorer les sujets. Et des Et moi, je suis un très bon sujet, tiens, justement. Oh bah tiens, à propos de sujet, il y en a une qui a été déflorée depuis un moment, c'est la reine, et elle a fêté ses 75 ans. Oh oui, dis donc, hein. Toute seule. Tout seul. Oui, Ouais, ouais. avec Elle papa, s'est quand même. déflorée toute seule. Ah non, mais ça La reine d'Angleterre, La 75 reine d'Angleterre, ans. 75 Putain, ans. ça me rajeunit pas, moi qui étais l'amant de sa mère. C'est dans une totale intimité qui ressemble fort à une grande solitude, nous a dit la presse, que la reine d'Angleterre a célébré samedi au château de Windsor, non loin de Londres, ses 75 ans. Charles, le fiston, était en Écosse. Oui. Anne, la fille, en Amérique. Andrew, en Corée du Sud. La reine-mère était restée chez elle. Et la princesse Margaret, qui se remet d'une attaque d'apoplexie, elle n'a pas pu venir. Bref, elle était toute seule. Elle avait quand même une voisine qui a fait un lapin à la moutarde. Qui demeure à côté rue Colincourt, et a fait un lapin à la moutarde à la reine-mère. Oui, Elle non. adore ça. Est-ce que c'est pas mieux justement pour un personnage public comme ça, le jour de son anniversaire, on lui fout la paix? Oui. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Ah, moi, c'est ce Peut-être. que je Je rêve toujours. de ça, moi. C'est ce que je dis toujours, arrêtez. Toujours ces foules, ces hordes en bas de chez moi. Non, Monsieur Pierrot, c'est mon anniversaire, un peu de liberté. Alors là, je suis tout seul, je me mets au balcon, tout seul, et je salue la foule qui n'est pas là. Il paraît que par souci d'économie, le prince Philippe n'a pas acheté de gâteau. Il a mis les bougies sur le chapeau de la reine Très directement. Hein, c'est plus On, sympa. très bien brûler un on peut cierge. les confondre avec un Exactement, gâteau, avec une pâtisserie, les chapeaux sur les bougies sur le chapeau, ça me paraît. La tout à fait. couleur fait très framboise. On revient en France, si vous le voulez bien, avec le château de Saumur qui a succombé à la pluie. Les précipitations d'une ampleur inhabituelle ont érodé le terrain, nous dit-on. Un rempart du château s'est en partie effondré. Il y a eu quand même 2 habitants blessés. Alors, ce qui est, j'allais dire amusant, c'est pas amusant puisque il y a eu 2 habitants blessés, mais c'est que hier, dans le journal du dimanche, il y avait tout un portrait du maire de Saumur qui vient d'être élu, qui s'appelle Jean-Michel Marchand. Il a pris possession de l'hôtel de ville là dès le premier tour aux dernières municipales. Alors on interroge monsieur Marchand, puis il dit tout va bien. Bon, évidemment j'ai quelques préoccupations. Il dit le sujet le plus urgent, et c'était avant évidemment que le château s'écroule qu'on lui demande ça. Le sujet le plus urgent, dit-il, c'est le magnifique château du bon roi René qui domine la ville, victime d'infiltration d'eau. Ses remparts menacent de s'effondrer. Mais heureusement, un conseiller est là, se veut rassurant, coupe sèchement le maire et qui demandait mais que disent les experts. Et là, le conseiller dit les fissures se sont agrandies de plus d'1 millimètre en 15 jours. Ça représente quoi? 2 fois plus que lors des 5 derniers mois. Bon, alors on fait quoi? Demande le nouveau maire. Et l'adjoint suggère de ne pas affoler les habitants et rappelle que d'importantes mesures de sécurité ont été prises par le passé. Oui, mais là, ça s'aggrave, reprend le maire. Décision est prise finalement de renforcer les remparts et d'entreprendre leur très coûteuse consolidation sans affoler la population. Et puis la nuit d'après, on apprend que tout s'est écroulé. Ce pauvre maire écolo qui vient d'arriver. Maire vert, le premier maire vert à Saumur. Dis donc, il a une barbe comme ça. Oui, je l'ai vu, oui, Et exact. il parle curieusement, là. Oui. Ah bon? Moi, je crois À que mon le maire vert avis- est un pervers. Moi. Non, c'est bien un écolo, mais il a germé. Hein. C'est joli, Saumur, c'est quand même. Hein Ouais, c'est bien. non? Oui, puis il y a du bon vin, non? Il y a du bon vin, il y avait. Il y a surtout, mesdames, La cavalerie. les plus belles braguettes de France. Ah oui, nous, Oui. on n'est pas très branchés sur les uniformes, si tu veux bien, nous. Hein. Ah non, Oh, c'est bah pas si, les moi, uniformes, mais j'adore les Saumur. militaires. Bah écoute. Le cadre noir. Attends. Oui, dis donc. À nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. C'est bien de là que ça vient. Oui, La c'est plus de là. grande vulgarité du monde, c'est la cavalerie. Quand on croit que c'est l'aristocratie, ce sont les gens les plus vulgaires. Et une chose vulgarité tranquille. extraordinaire, Ouais. tenez-vous bien, ils avaient un col glacé. Et pour se tenir droit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas. En effet, ils mettaient ici une punaise
si la tête baissait, il se piquait. Dans la gorge. Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est pas possible. Les militaires, ça. Con à ce point-là. Ça donne envie, hein. Oui, mais aussi quel port de tête. Oui. Ah, je me vois bien avec une punaise là pour pas que la tête tombe. non, mais Moi, ça, déjà, j'ai un pouls au-dessus, pour savoir ce qui me fait souffrir. Si tu as une punaise dans le cou, il faut prendre un collier antitique. Hein. Le plus dur, c'est pour rentrer de Saumur après un gala. Parce que le mec de Saumur-Champigny Oui. vient vous chercher dans votre loge et on rentre très tard. Allez. Ben oui. Vous n'avez pas goûté? Mais j'ai goûté le Saumur, mais moi je reste dormir là-bas, Jacques. J'ai un officier de cavalerie formidable qui m'héberge. Alors je mets une punaise sur l'épaule, s'il me retourne, pouf, j'ai mal, j'arrête. Mais c'est sérieux, tu vas les poser. Je suis sérieux. Elle est touchante, la Mais Guigui. comme ça. c'est mamie tout le week-end qui Vous m'a êtes donné con. les idées. Ah bah attendez, je vous propose, Jean Benguigui, puisque vous êtes intéressé par le sujet, un contraceptif à glisser sous la peau. C'est tout nouveau, on nous a appris ça ce week-end. D'ailleurs, Libé titre ce matin 3 ans sans pilule grâce à l'implant. Le contraceptif Implanon sera disponible le 2 mai. Alors voilà, il sera vendu 906 francs 20, remboursé par la Sécu à 65%. Ouais. C'est 3 ans, Ouais. c'est pas cher. Comment 906 francs? Un 906 contraceptif, francs, 906 mais pour 3 francs. ans. Calcul. Combien tu payes ta pilule? Moi, je ne sais plus. Oh, bah, c'est cher, hein. Non, et franchement, Valérie, ça vous intéresse pas? C'est pour les femmes, hein. Ben, c'est, Bien sûr. Ah oui. Ah bah non, bah, il y a des Attends. il y a des contraceptifs. C'est vrai, masculins. c'est vrai. La capote anglaise, c'est quoi? Alors là, attendez, c'est un petit bâtonnet souple de la taille d'une allumette qui diffuse une hormone bloquant l'ovulation et stoppe l'ascension des spermatozoïdes. Je savais pas que ça montait jusque sous le bras, mais c'est comme ça. Et ça se glisse en effet sous le bras. Hein. Oui, c'est- mais on nous l'a fait pénétrer, quoi. Exactement. Sous la peau, c'est. On fait ça avec son gynéco. Et c'est efficace dans les 24 heures. Et vous avez pas trop de gynécos encore qui peuvent le faire. Seulement 200 en France ont été formés aux techniques de pause et de retrait. Donc, oui, il faut aller voir cela. Voilà, mais leur nombre devrait passer à 3600, soit la moitié des gynécologues en activité dans les mois à venir. Ils vont apprendre à vous le mettre. Mais sous la peau. attends, c'est oui, sûr. parce que les gars, ils ont Mais pas oui, l'habitude. parce que Ils t'as bien ils sûr. voient un paysage totalement différent. Tout d'un coup, ils vont être plongés sous les selles. Ils vont te mettre un spéculum. Tu vas avoir les bras en croix. C'est pas impossible. Parce qu'en fait, c'est une vengeance. C'est C'est une vengeance masculine. Oui. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont rentrés avec la bite sous le bras que là, ils leur mettent un spéculum sous le bras. C'est normal. C'est un beau progrès quand même, Valérie. C'est un métier où il faut se recycler constamment, Oui. gynéco. Gynéco, bah oui. bien sûr. Non, c'est bien. Ça arrive un peu 50 ans trop tard, mais bon. Depuis, je me les respire. Et c'est fiable à 100%. Par Ah, contre. fiable à 100%. 100%. Et en plus, vous pouvez arrêter du jour au lendemain, je crois 48 heures après. Non, 4 jours après. 4 jours après, c'est. Oui, enfin, il faut se tenir. Il faut savoir. Donc c'est comme un stérilet qu'on met sous l'épaule. Exactement. voilà. C'est bizarre quand même, ça fait une... Enfin rien. Ça fait de la gymnastique. Mais oui, c'est ça. Mais quoi, mais c'est à 100%. À 100%, ça marche. Papa, il y a plein de mômes qui sont... Ça va être comme les enfants au Gino. Tu sais là, au Gino. au Gino. Les enfants au Gino, c'était connu. c'était Surtout en une- Italie, oui. c'était- Gino. Oh Gino, que tal? Gino. C'est le pape qui avait lancé Mais de ça. toute façon, Oui, c'est le petit Bartali, c'est pour ça qu'il Et était- alors? comme disait Woody Allen, de toute façon, le meilleur contraceptif, c'est au moment de faire l'amour, faut dire non. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez utilisé la pilule pendant de longues années, Sophie. Ah bah moi j'appartenais même pas à l'époque de la pilule. Non, Non, je t'assure, c'était les les prémices de la spermatozoïdes à la pilule. main. Non, moi j'ai pas. Sophie adore dire qu'elle a l'âge de la reine mère, mais Non, moi j'ai pas connu la pilule. Sophie, arrête. Je t'assure que c'était les débuts de la pilule. Ma fille a Voilà. 36 ans, Ne c'était les dis pas débuts de la que tu dis- pilule. Votre fille à quel âge? Oui, votre fille a déjà 36 ans, mon ami. On ne dit jamais ma fille a 36 ans, on dit ma mère a 36 ans. J'ai trompé de ligne. Allez, on quitte l'implant contraceptif pour le Charles de Gaulle, rien à voir, qui a encore des ennuis. L'hélice bâbord du porte-avions nucléaire produit des bruits gênants pour l'équipage. C'est Le Monde qui a révélé cette info. Le Charles de Gaulle devra retourner cet été à l'Arsenal de Toulon pour y remédier. Le ministère de la Défense a précisé que le problème n'affecte en rien l'activité opérationnelle du porte-avions. C'est-à-dire qu'il peut flotter, mais il fait du bruit. Bon, Ouais. pas très grave. Il suffit d'écrire, envoyer une lettre à Hélice. Waouh! Joli. Oh là là. Elle est belle. Il y a du progrès quand même, ça veut dire que si on entend l'hélice, c'est qu'elle marche déjà, donc on avance. C'est en progrès. C'est en progrès. Vous avez Alors raison. ça gêne l'équipage. Voilà, c'est ça. Alors moi je croyais que les marins c'était des mecs comme il faut, des types, des vrais Français quoi. Des solides. Mais c'est des ouh, 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 il y a du bruit, il faut pas dormir et tout ça, oui. Ah, ça m'énerve ce bruit Oui, oui, alors. ma poupée chérie ne veut pas dormir. Non mais ça va pas, non? Mais c'est une sacrée arme pour l'armée française, le Charles de Gaulle. Ah oui hein. Quand ils arrivent dans un port, les gens sont morts de rire. Vous êtes déjà monté sur un porte-avions et particulièrement le. Moi, oui. Jacques Martin? Oui. Lequel?
Le Foch. Le Foch, c'est bien dessus. Oui, c'est un bateau, quoi, mais sans intérêt. C'est sans intérêt. Ouais. Ouais, mais ouais, puis en plus, il y a beaucoup de vols dans le Foch, hein. C'est pas très... Sur le... Non, mais je me dis, si je la fais pas, quelqu'un d'autre va la faire. Alors, Mais vous avez je raison. me suis dit, c'est terrible. Tu sais que la plus belle chose au monde, si je le fais pas, un autre va le faire. C'est Churchill qui racontait. Il y a quelqu'un qui lui a dit, il disait à un de ses ministres, mais comment vous avez pu faire ça? Alors il a dit, mais si je l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il dit, avec des raisonnements comme ça, on baise sa sœur. C'est très joli. Très bon. Allez, un mot sur Charles Pasqua, président du Il a Rassemblement. perdu ses hélices aussi. Non. Il a perdu son De Villiers en tout cas, hein, Charles Pasqua. Et puis vous savez qu'il y a 2 enquêtes judiciaires contre lui pour financement illégal du Rassemblement pour la France, le RPF, son parti. Et on nous dit ce matin en plus qu'il reste leader par effraction, car les statuts de son parti politique prévoient que toute personne poursuivie par la justice doit suspendre son appartenance au mouvement. Mais Charles Pasqua s'accroche tout de même au poste. Il dit, c'est pas moi qui avais mis cette clause dans les statuts du parti, c'est De Villiers qui a fait ça par anticipation, rien que pour m'emmerder. Ben oui. C'était de la préméditation de De Villiers. Surtout que De Villiers, en plus, a commencé par le balancer. Tout ça vient de De Villiers. bien sûr. C'est quand même extraordinaire. Non, mais je trouve que une balance non, extraordinaire. mais c'est ce un De aveu Villiers. extraordinaire de dire, c'est pas moi qui ai dit que quand on était repris de justice, on pouvait pas être là. Oui. C'est lui uniquement pour m'emmerder. Voilà, Donc c'est il était génial. évident Bien sûr. pour lui et pour l'autre qui serait inquiété par la justice. Ah oui. Il est très Oh, bien. mais c'est pas grave, il finira à l'OM. Ah, et il est défendu par Maître Gilbert Collard. Alors ça nous préserve quand même, ça nous réserve de rien, mais ça nous réserve de belles journées en perspective quand même. C'est là qu'on voit les limites des gens. Parce que ce type, coupable ou pas, je ne sais pas. Non. Bon, homme politique de grande force, c'est sûr. Et en plus et surtout, intelligent, malin. Et il prend Collard comme avocat. Non mais je veux dire, c'est pas la faute la plus grave de toutes, celle qu'on peut lui reprocher quand même. de Comme quoi, prendre Collard. finalement, il est pas si intelligent que ça. Il y avait un très bon dessin de ligne dans le Parisien concernant Pasqua. On voyait Pasqua qui parlait à un juge qui dit, vous n'avez tout de même pas convoqué un futur ex-candidat à la présidence de la République. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, Sophie Garel, Jacques Martin, Pierre Bénichou, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoyne. Et alors, une nouvelle incroyable dans le journal du dimanche. Hier, Michel Stouvenot révélait quelques bonnes feuilles du livre à paraître signé Roger Hanin, Lettre à un ami mystérieux, un énième livre sur François Mitterrand. Ça paraîtra chez Grasset, ce livre. Le beau-frère de l'ancien président de la République dévoile sa relation avec Mitterrand, qui était très intime, hein, puisqu'on sait ils étaient très très proches l'un de l'autre. Et alors, dans sa chronique, Michel Stouvenot raconte particulièrement une page du bouquin de Roger Hanin, où Hanin dit qu'un jour Mitterrand l'a abordé en disant « Je vais raser la Tour Eiffel ». Voilà. Alors évidemment, ça paraît gros comme ça, mais évidemment, Hanin a cru à une blague au départ, mais Mitterrand dit non, vous avez bien entendu, je vais faire abattre la Tour Eiffel. Je cite, cette construction pyramidale de ferraille rouillée est une monstruosité, laide, incongrue et même pas surréaliste. J'en ai parlé à Jack Lang, qui dans la foulée supprimerait volontiers l'Académie française. Ça s'est rajouté, non? Non, je vous jure que c'est écrit dans le livre. Roger Hanin a cru donc à de l'humour au second degré. Bon, il a dit, bon, d'accord, après tout, pourquoi pas pour l'Académie française, mais franchement, François, la Tour Eiffel. Et là, Mitterrand a insisté, enfin, réfléchissez. Vous pouvez quand même imaginer le paysage incomparable que deviendrait alors l'étendue grandiose allant du Trocadéro jusqu'au dôme des Invalides sans la Tour Eiffel, la beauté du coup d'œil. Alors là, évidemment, Roger Hanin dit, enfin, l'opinion publique, président. Quoi, l'opinion publique? Il n'a jamais été question que cet objet baroque, la Tour Eiffel, reste implanté là ad vitam aeternam, jamais. C'est le laxisme des pouvoirs publics qui a fait s'enraciner cette construction hideuse. Alors, votre réaction à ça? Moi, ma réaction est très simple, il y a une double réaction. La première, c'est que Roger Hanin, comme tous les gens qui font rire, ne pense jamais que les gens qui leur parlent disent aussi des choses absurdes pour les faire rire ou pour les faire réagir. Oui. Moi, je crois que dans Mitterrand, il y avait, dans la parole de Mitterrand, sans connaître l'anecdote, vous me l'apprenez, voulait montrer un truc et voir comment réagissait un type comme Hanin. Bon. Et la deuxième chose, c'est que la haine de la Tour Eiffel ne date pas de Mitterrand. Bien sûr. La haine de la Tour Eiffel, il y a eu tous les écrivains entre 1901, où la Tour Eiffel a été, je crois qu'elle date de 1986. 1986. 1986. Ben, entre 1900
et 1950, avant qu'elle ne devienne, après 1950, le truc des touristes, parce que c'est assez récent en fait. Elle ne devait pas rester quand elle était construite. Bon, elle ne devait pas rester, et il disait, mais c'est honteux, c'est une horreur, qu'est-ce que c'est que ce bout de fer qu'on a mis là? C'est un truc pour une exposition, c'est comme la Grande Roue. Voilà. C'était comme la Grande Roue C'est le même principe. de la Concorde. Donc il y avait des tas de gens. Or Mitterrand était un homme à cheval sur deux époques. Et il avait gardé cette idée que la Tour Eiffel, c'était pas quelque chose de très joli. Je pense pas. En plus, je crois qu'il vivait, et même les derniers instants de sa vie, il les a passés pas très loin, avec peut-être même la vue Sur le la vue Champ sur la de Tour Mars, Eiffel. Et Roger Hanin. Ça devait l'emmerder jusqu'au bout, ce truc-là. Mais oui, et Roger Hanin, lui, a un appartement qui donne sur la Tour Eiffel, que je connais. Des pauvres, quoi. Bah oui. Non, C'est vrai qu'on n'a jamais rien fait pour les quartiers ouvriers. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Supprimons la Tour Eiffel pour rendre la vue aux ouvriers Alors qui habitent moi, sur le Champ de Mars. J'ai une très belle photo, Oui, très grande, oui. de Paris avant la Tour Eiffel, et c'est très beau. Ah, donc vous êtes d'accord avec François Mitterrand? Moi, non. Bah, j'aime tu bien. vois, tu vas y arriver. Il y a un très bon restaurant. Il y a un très bon restaurant à la Tour Eiffel? Le Jules Verne, oui. Très bon restaurant. C'est un très bon de toute restaurant, façon- seulement pour en descendre, quand on est bourré, c'est... on met 1h15 parce que les ascenseurs ne peuvent pas descendre tout le monde. Oui. Donc ils attendent, on descend à 20. Comme il y a 200 personnes, t'attends 10 ascenseurs. Tu deviens absolument fou. Ah, moi, j'ai une carte. Enfin, tout le monde quitte pas le restaurant en même moment. Si, Mais non, sinon la tour s'écroulerait. De toute façon, c'est pas grave s'il casse la Tour Eiffel, je vous la referai entièrement en allumettes. Oh, bah, c'est gentil, Valérie. Voilà. Ben voilà, c'est le dîner de con, ça, aujourd'hui, alors. Pour revenir à la relation, Roger Hanin-François Mitterrand, qui est une très belle relation qui a duré très longtemps, c'est vrai que Roger avait tendance à croire à tout ce que lui disait Mitterrand. Quand, par exemple, un jour, il lui a dit, et quand même, on en a tous souffert, il a dit, Roger, vous devriez jouer Pagnol. Et il l'a cru. J'ai au téléphone, et après je vous donnerai la parole, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Marie Vincent, qui est chef du service de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine au ministère de la Culture. Et pourquoi j'ai eu envie de l'appeler? Parce que moi je me suis dit, mais alors, si François Mitterrand avait vraiment eu cette idée, est-ce que ça aurait été possible de la raser, la Tour Eiffel? Qui a le droit de décider de raser la Tour Eiffel, et comment ça se passerait? Alors Jean-Marie Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'un président de la République peut, selon sa propre volonté, décider comme ça, sans demander l'avis de personne, de raser la Tour Eiffel? Ah bah, c'est certainement pas le président de la République seul, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est le ministre de son gouvernement qui est chargé de cela, qui seul peut prendre la décision. En général, il n'est pas influencé par le président, comme chacun sait. Oui. Ça aurait été Jack Lang, alors. Non, mais vous me posez la question sur le plan strictement juridique, je vous réponds, c'est le ministre de la Culture. Donc c'est Alors, Jack Lang. Ce qui se passe entre le président et le ministre, ça m'échappe totalement. Bon. hein, mais- Enfin, Jack Lang aurait été d'accord si le C'est président... pas sûr, tu connais l'agressivité de Jacques Lang vis-à-vis de François Mitterrand, tout ça. Il n'aurait pas du tout, il n'aurait pas hésité à aller contre lui. Donc ça veut dire que Mitterrand aurait pu raser la Tour Eiffel. Absolument, Mitterrand aurait pu s'il l'avait décidé, mais ça m'étonnerait. Puis tel que vous venez de le relater, parce que d'abord j'apprends moi-même, comme d'autres participants à votre émission, cette intention présidentielle qui n'avait jamais été communiquée au monument historique à ma connaissance. Hein. Et vraisemblablement, je pense que c'est resté simplement des propos de beau-frère. Voilà. En quelque sorte, Merci. vous êtes en train de dire que le ministre de la Culture, c'est le plus fort de tous. Pour ces problèmes-là, absolument. Ça veut dire aujourd'hui que C'est Madame... sa responsabilité, oui. Ça veut dire aujourd'hui que si Madame Catherine Tasca, avec l'accord de Lionel Jospin, c'est lui le chef du gouvernement, décidait de raser la Tour Eiffel, il pourrait le faire. Elle pourrait le faire, mais Je dis il parce que je parle de Jospin et Catherine Tasca. Oui, ils tous les deux, si vous voulez. Mais c'est totalement impensable. Ouais. Totalement impensable, puisque quand on protège monument historique, c'est qu'on reconnaît dans le contexte culturel d'un pays qu'un élément est véritablement une valeur symbolique forte. Et il n'y a pas de raison que comme ça les modes changent aussi rapidement et qu'on défasse ce que l'on a fait quelques années auparavant. C'est en juin 64 que la Tour Eiffel a été protégée. Elle n'est d'ailleurs qu'inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Je le précise. Seulement en 64. En 64 simplement. 1964. 1964, mais ça m'étonne pas parce que ça a quand même été toujours, c'était d'abord un objet un peu de, c'est une farce qui a marché, quoi, la Tour Eiffel. Non, mais vous le Et qui a disiez. marché. Moi, je suis pour la garder. Je trouve que c'est très beau. Cela dit, c'est une farce qui a marché. C'est un truc c'est un mécano qu'un fou qui s'appelait Eiffel a créé. Un grand porte-jartel. En fait, que tout le monde a trouvé laide. Puis peu à peu, on s'y est habitué. Et on a fini par l'aimer. On a fini par la trouver belle. Mais c'est quand même pas la chapelle Sixtine. Enfin, la Tour Oui, mais, Eiffel. Jean-Luc C'est Lemoyne voudrait évident. intervenir. Jean-Luc. Non, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que Jack Lang et François Mitterrand étaient d'accord pour raser la Tour Eiffel parce qu'elle était moche. C'est quand même eux qui ont fait construire l'Opéra Bastille. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, la piscine, là. Oh, merveilleux. Ben Guigui. Et je sais que, en tout cas, et le ministère de la Culture, et le président de la République et le Premier ministre n'ont jamais réussi à raser Robert Hue.
Et Il a légalement, toujours refusé, donc ils n'ont pas de pouvoir. et légalement, si François Mitterrand avait voulu raser lui-même la Tour Eiffel avec une petite scie à métaux en artisanal, est-ce qu'il aurait eu le droit? Mais alors, elle aurait été recyclée par César à l'époque, parce que vraiment, tant de fer. Ah, ça aurait été une idée de Jacques Lang, ça. Faire une D'abattre de compression fer, de la oui. Tour Eiffel et faire une compression de César à la place. Ah oui, oui. Il n'a pas pensé à ça, ce con. Monsieur César y avait pensé, lui. Jacques, rien à ajouter? Moi, je trouve que les petits cacas de Jacques Lang dans le Palais Royal suffisent. Les colonnes de Buren? Oui. Moi, j'aime ça, c'est joli, les colonnes de Buren. Quelle horreur. Ah, si, moi, je suis pour. Enfin, Et la oui. pyramide du C'est ridicule. Ah, la c'est pyramide ridicule. du Ah, la Louvre, oui, pyramide c'est du Louvre, Fantastique. oui. J'étais encore au Café Marly hier. C'est un endroit fantastique. Qu'est-ce que vous faisiez là? Ah bah, je prenais un brunch. C'était Avec qui? avec une amie. Qu'avez-vous pris? Avec une amie de l'émission, Annie Lemoine. Voilà, je peux Oui, tout vous d'accord. Et dire. qu'avez-vous pris? Ah, c'est à Quelle belle femme. Je voulais lui faire dire. Elle a les bretelles de la Tour Eiffel. Et j'étais avec Annie, on était là face. C'est un endroit magnifique. Ah, c'est sublime. Vous avez des dimanches sublimes. Hein? Franchement. Et Pourquoi aller les campagnes? et la vision de la pyramide du Louvre au milieu de cette de ce Louvre, c'est fantastique. Ah oui. Moi, j'irai Moi, j'aime dimanche pas, à moi, j'aime Marly. pas. Bah, surtout quand on pense à ce qu'il y avait avant, il y avait un parking, donc c'était vraiment très laid. quoi. Oui, ça c'est ce que disent les défenseurs de la pyramide. Moi, j'aime pas. J'aime pas. D'abord parce qu'on nous a menti. On nous a dit qu'elle serait transparente. Or, elle ne l'est pas. Elle est à peine translucide, elle est opaque. On a dit qu'on verrait à travers et on ne voit pas. Et quand on me dit que on a mis ce truc-là parce que c'est le seul moyen d'éclairer la petite cour intérieure, j'y crois pas. Il y a qu'à mettre. Jean-Marie Vincent, répondez à Pierre Bénichou. Je suis incapable de vous dire, hein, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la grande différence par rapport à votre débat entre la construction de la pyramide ou les colonnes de Buren et puis la destruction d'un bâtiment, c'est que dans un cas, une génération fait un apport supplémentaire à un monument et la génération suivante peut toujours le supprimer si elle estime que c'est une erreur, alors que dans le cadre de la démolition, c'est tout à fait rédhibitoire. Une fois qu'on a démoli un bâtiment, on ne peut plus revenir, on ne peut plus le reconstruire. Ou alors c'est vrai. vraiment n'importe quoi. Hein. Bonne remarque. On vous remercie, Jean-Marie Vincent, pour cette remarque tout à fait judicieuse. Mais vous aimez la pyramide ou pas? Moi, je voudrais que vous me répondiez. Moi, personnellement, j'apprécie la pyramide. C'était des éléments extrêmement intéressants. Et pour ceux qui regrettent... C'est intéressant, j'apprécie. Il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas. Parlez, mon cher, parlez. Moi, quand ma femme, je lui demande tu m'aimes et elle me répond je t'apprécie, je deviens fou. Allez, on va pas vous embêter plus longtemps, Jean-Marie Vincent. Merci. Vous êtes chef du service de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine au ministère de la Culture. Merci et bravo. Je voudrais vous dire et vous annoncer juste avant le flash de 17h que le Concorde va revoler à partir de septembre. Les procédures préalables au redécollage du supersonique s'accélèrent depuis quelques semaines et Jean-Claude Guessot a dit qu'il serait à bord dès la rentrée prochaine. Ben oui, vu le nombre de grèves dans les transports ferroviaires, dans les RER, il pense remplacer par le Concorde le service de la banlieue parisienne. C'est une nouvelle. Ah bah il y va très vite en banlieue parisienne, le Concorde. Mais ça, Moi, je prends. Vous le prendriez Oui, à nouveau? bien sûr. Bien sûr. C'est une belle fin de vie, non? Michel. Michel Torini, le président d'Air Loisirs Service, dit un seul survivant, Jacques Martin raconte. Génial. Mais franchement, il y a assez de réservations pour remplir 3 avions, nous dit déjà le président d'Air Loisirs Service. Donc il y a des gens qui sont prêts. Moi, je remonterai dedans, je crois, volontiers. Vous aussi, Sophie? Ah, moi, je remonterai pas comme ça. Vous avez vu que Boeing prépare un avion qui va voler à 8000 km à l'heure? Non, c'est la NASA. 8000 c'est la NASA, km/h, c'est la NASA. Un avion. Non, c'est une pièce de théâtre, boing, boing. Non, c'est pas un Boeing, Jacques Martin. C'est carrément la NASA qui va faire voler le X-43 à 7 fois la vitesse du son. L'avion hypersonique est prêt à décoller, effectivement, pour faire 8000 km à l'heure. Et il a un point commun avec le Concorde. Pour s'arrêter, il doit s'écraser. Ah non, mais c'est incroyable. C'est un petit Paris-New avion. York en combien de temps, alors? Oh, t'as pas le temps de monter. C'est pour les militaires, donc... Non. Ah si, Mais on va en acheter un. Pardon. Vous allez en acheter un. Vous avez les moyens, Jacques? Ah bah oui, quand même. Il a travaillé toute sa vie, il peut quand même acheter. D'accord. Il peut quand même acheter un avion qui va à 8000 km à l'heure. On n'en est pas à 10 milliards près. Allons. Or, quand même, ça fait 8000 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte. 80 km/h, vous voyez à peu près ce que ça fait. Hein, vous multipliez par 100. Putain de Dieu. Et en plus de ça, non seulement c'est un animateur de première bourre, mais c'est un mathématicien. Plus fort qu'il en dit. Mais c'est pour que vous essayiez de vous rendre compte. 8000 km à l'heure, c'est-à-dire que si tu vas à Marseille, tu mets 8 fois moins d'une heure.
Oui. 8 fois moins d'une heure, c'est-à-dire 6 minutes. Tu pars pas, ça sert à rien, tu restes chez toi. Je suis passé boire une pastille, je leur en parle. Pour Jacques Mélix, il veut aller dire bonjour à Bernard Tapie, c'est génial. Bernard Tapie a avoué qu'il avait battu Jacques Mélix. Il a dit qu'il avait mis 3 heures pour aller à Marseille la semaine dernière C'est en pas voiture. vrai. Oui. Comment il a fait pour mettre 3 heures pour aller à Marseille? Je sais pas. En voiture En voiture. Eh ben dis donc, les radars, c'est ça a dû Superman. marcher. Hein. En 3 heures, en voiture, les radars, ça a dû marcher. T'as raison. Guilly. 300 de moyenne, non? Aucune plaisanterie sur lui. Sur Tapie? Bernard. Pourquoi? Son nanar. C'est dangereux. Écrasé dans la rue, il a des amis. Il vient de racheter Europe numéro 1. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès. Oui. Sophie Garel, Pierre Bénichou, Jacques Martin, Jean-Luc Lemoyne et Jean Benguigui. Tiens, parlons des présidentiables, puisque le journal du dimanche publiait un sondage assez curieux, un sondage IFOP réalisé les 19 et 20 mai dernier, sur les souhaits des Français pour la course à l'Élysée. Alors attention, on n'aura pas demandé aux personnes interrogées pour qui ils voteraient, mais qui ils souhaitaient voir dans la course à l'Élysée, ce qui est très différent. Hein. Est-ce que vous souhaitez qu'un tel ou un tel soit candidat? Ça ne veut pas dire est-ce que vous souhaitez voter pour lui. Hein. On peut souhaiter que Jacques Chirac soit candidat ou Lionel Jospin soit candidat et pas avoir envie forcément de voter pour lui. En tout cas, c'est quand même Chirac et Jospin qui arrivent en tête de ce sondage, devant Martine Aubry, Jean-Pierre Chevènement, François Bayrou, Laurent Fabius, Arlette Laguillet, pas trop de surprises, Noël Mamère, Alain Madelin, José Bové, Bernard Tapie, Robert Hue, Dominique Voynet, Marie-Georges Buffet, Philippe Séguin, Dieudonné, l'humoriste, qui est à égalité avec Charles Pasqua, devant Philippe de Villiers. Ils sont groupés. Devant de Pasqua, Villiers, Dieudonné. Le Pen et Bruno Maigret qui ferment le banc. Vous vous rendez compte un peu? Incroyable quand même. Les gens répondent toujours par ordre de notoriété décroissant. Ouais, parce que. C'est des sondages qui ne veulent absolument rien dire. Je suis assez Le plus d'accord. connu, le Moi, moins connu. normalement, j'aurais dit l'abbé Pierre. Ah oui, Oui. Parce qu'il est en tête des sondages depuis 20 ans. Enfin, s'il se présente, ça va être une surprise quand même. Si, très bien. Je le vois. Alors Mais que- Tapie, c'est pas une mauvaise idée. On pourrait avoir Jean-Pierre Papin en Premier ministre. Je suis sûr que ça pourrait faire avancer les choses. Sur le terrain, alors. sur le terrain. Il en manque une là, dans le classement du JDD, c'est Christine Boutin, puisque le Figaro nous apprend ce matin que ça y est, elle est persuadée d'être, sa décision est prise, être candidate à la présidentielle. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai changé de look pour des prunes, a-t-elle dit. Elle devrait bel et bien être candidate à la présidentielle et l'annoncer au début de l'été, et pas seulement pour faire un petit tour de piste, dit-elle. Ce qu'elle craint, elle aura les 500 signatures, dit-elle, mais ce qu'elle craint, c'est de ne pas avoir les fonds nécessaires pour mener à terme son aventure. Donc elle demande à Pasqua. Oui, lui, il peut... Mais c'est Christine Bravo qui va être candidate. Moi, Boutin. Moi, je vote Bravo. Je l'ai vu, ayant un peu bu, ça lui arrive jamais. Jamais. En face De Nicolas Sarkozy. Ah, Un grand moment. un Qui grand n'a pas vu moment. l'émission de Marc-Olivier Fogiel vendredi Oh là soir là. avec Nicolas Sarkozy et Christine Bravo a tout loupé. Elle était très drôle. Bah oui, Vous allez très elle drôle, se mettait sur les genoux. Mais c'est bien parce qu'il y a deux lectures. Vous dites qu'elle était pétée et tout le monde a dit Sarkozy super drôle. Et Ah bah, en fait, Sarkozy avec- veut plaire à tout le monde, c'est le titre de François ce matin. Légèreté, humour et liberté de ton. Moi, tu me parles. Le nouveau Nicolas Sarkozy a mené les téléspectateurs de surprise en surprise, morts de rire. Oh. Nicolas Sarkozy et Christine Bravo dans un numéro inattendu. Je dirais que c'était incroyable de les voir. Incroyable. Incroyable. Franchement, à pisser de rire. Et ils sont partis ensemble ou pas? On a des nouvelles après ou pas? Écoutez, moi je peux vous dire parce que j'ai vu Christine après. Alors il n'y avait pas Nicolas Sarkozy. Non, ils n'étaient pas au Queen ensemble. Et moi Elle non a plus. bouffé. Moi non plus. J'ai vu Christine, mais pas ni au Queen ni avec Nicolas C'est vrai que Sarkozy. tu m'emmènes au Queen. Pardon. Mais Sarkozy aime les dames maintenant. Demande à Martin. Pardon. Qu'est-ce Mais que non, vous voulez que je vous emmène au Queen, Jacques Martin? Oui, moi je vais aller voir ce que c'est avant de mourir. Pourquoi vous voulez absolument aller au Queen? Pour voir. Mais pour voir quoi? Pour voir. Du gros. Parce qu'il y est jamais allé, il a envie. Bah oui. On se fait une sortie, hein, Pierrot. Non, moi j'y suis allé une fois. Ouais. Habillé comment J'étais habillé normalement une jupe et un pull, moi. Oui, d'accord. et je suis. Il est arrivé là, je n'ai rien vu. Parce que c'était le moment où ils jetaient des. Ils font des bombes qui font des. La mousse. La mousse. Non, Ouais. pas de la mousse. T'as une sorte de truc qui te. Comme pas le phoque. Le fog, pardon. Tu vois? Ah, de la C'était crème comme chantilly. du phoque et je ne voyais rien. Il y avait des gens qui me prenaient par la main, comme j'étais évidemment le plus vieux, qui me prenaient par la main comme un aveugle en disant venez par là, venez par là. Mais où? C'était horrible. Je suis sorti de là. J'ai même pas fait un béguin. J'ai même pas bu un verre. T'as pas dansé? Il y avait plein de gens qui m'ont reconnu à la sortie, qui ont tout raconté à mes parents. Enfin, ça a été une horreur. Alors je n'irai plus au Queen.
En tout cas, c'était drôle, puis c'était un leitmotiv entre Nicolas Sarkozy et Christine Bravo. Alors on sort au Queen après l'émission. Bon, ils y sont pas allés. Je vous le dis, moi j'ai la suite. Ils y sont pas allés ensemble. Ah non, mais il était très bien, il faut le dire, Sarkozy. Mais vous pouvez le croire une seconde? Est-ce qu'on peut croire Est-ce que tu peux croire à un homme politique? Tu crois à un homme politique, toi? En tout cas, je crois à certains hommes politiques, mais pas Monsieur Sarkozy. Voilà. Pourquoi tu crois pas Sarkozy? Parce que je supporte pas ce genre de mec qui te fait le changement de look. Ça y est, je suis jeune, je suis moderne, j'ai jamais trahi personne, je suis franc comme l'or, j'ai toujours été pour Chirac, etc. C'est pas vrai. Elle l'appelait Nick pendant toute l'émission, Christine. Ta mère. C'était rigolo, Nick. Oui. Alors Nick, comment tu vas, Nick? C'était à pisser de rire. C'est vrai. Elle n'a pas dit comment tu niques, va. Oui. En tout cas, voilà, c'était le comeback de Sarkozy vendredi soir à la télévision chez Marc-Olivier Fogiel. Et franchement, Il est très bien, ce mec. Marco, vous aimez bien, vous? Oui, j'aime bien. Ah bah tant mieux, ça va lui faire plaisir. On lui J'ai transmet toujours ça. refusé de faire ces émissions, mais j'aime bien quand les autres s'y font prendre. Il m'a écrit des lettres et vraiment... On y va ensemble. Ah oui. D'accord? D'accord. Allez, on lui fait la promesse, on y va tous les deux. D'accord. Mais maintenant, je m'en fous. Alors, je Et dirais... après, vous allez au Queen. Oui, on va au Queen. Ça fait la soirée. On Ça va mange. faire jaser, hein. Jacques Martin et moi au Queen, vous Oui. imaginez un peu. Et 9 mois après, le petit. Ah oui, parce Fais que gaffe que avec Jacques Martin est très fécond. Monsieur Benguigui, je peux vous poser une question directe? Oui. J'ai droit à une question directe? Vous avez connu De Gaulle quand, vous? J'ai connu De Gaulle le 17 juin 1940, la veille de son départ. Moi aussi, c'est drôle. C'est marrant, hein. Le même jour, moi. même Et je lui ai dit, si tu fais ton appel, je ne te parle plus parce que tu te mets trop en avant. Oui. Oui, oui. Eh ben, il l'a fait. Et depuis, j'ai coupé le bonjour. Eh ben moi, c'est le 18 que je l'ai connu, il m'a appelé. Ah oui? C'est ce qu'on appelle l'appel du 19 juin. Voilà. Il t'a embrassé alors? Non, il m'a appelé. Toi, on a envie de plutôt faire l'appel du 18 Oui. juin. Ah, Faut que je t'explique. Je vous interromps tous parce qu'on a au téléphone une De Gaulle. Pardon. De Gaulle, non. Une berruillère. Je sais pas ce que vous avez qui Les c'est. habitants de Bourges. Voilà. Oui. Alors, c'est pas pour vous parler du printemps de Bourges ou du festival de Bourges, c'est pour vous parler basket. Car l'équipe féminine de basket de Bourges a obtenu un 3e titre européen ce week-end en battant de justesse Valenciennes 73 à 71 grâce à un dernier panier signé Cathy Molin. Cathy Molin, bonjour. Bonjour. Alors bravo. Et bravo. Bravo tout d'abord parce que c'était, comme on dit dans ces cas-là, match nul. Non, il y a jamais de match nul à ce niveau-là. Non, Il y a des faut que tu prolongations racontes. jusqu'à y a un vainqueur. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des prolongations sans vous. Il y aurait eu des prolongations, ouais. 71 et là d'un seul coup, vous prenez le ballon dans les mains. Ouf. Oui. Enfin, on vous l'envoie plutôt peut-être. On me l'envoie, oui. Hein, racontez la suite. Et là, je vois un trou dans la défense et je cherche pas à comprendre, je vais tout droit. et elle a mis la main au panier. Enfin, le Oui. ballon au panier. Combien vous mesurez, mademoiselle? 1m83. Ah. Belle bête. Merci. Ça va, mais je vous ai vu, j'ai vu ce dernier panier. Vous n'avez pas vu seulement une ouverture, hein, vous êtes arrivé en fin temps. Bon, c'était absolument. J'ai cru me voir à mes meilleurs moments. Je vous assure, c'était formidable. C'était même émouvant. Moi, je lis là dans François sous la plume de Bertrand Bourgeois, à moins que ce soit Le Parisien. C'est dans Le Parisien. Bertrand Bourgeois qui écrit à 10 secondes de la sirène de fin de match, l'arrière berruillère, c'est vous, Cathy Molin, traverse tout le terrain pour aller planter un panier décisif, 73-71, sur le parquet. C'est de la folie. L'héroïne de la soirée disparaît au milieu de la mêlée après avoir dansé avec ses copines. Cathy, journaliste au Berry Républicain, car vous êtes journaliste aussi. Oui, je fais un stage. Voilà, a laissé éclater sa joie. J'imagine que c'est un bon souvenir ce moment-là. Hein. Ah oui, c'est le meilleur. Parce que toute la journée, on attend effectivement la fin du match et quand ça se passe bien, c'est toute une saison de pression qui part en fumée, des joies, c'est inexplicable, à vrai dire. Et la question que tout le monde se pose, c'est après, est-ce que vous avez été au Queen? Vous êtes allé fêter ça quand même. On est allé fêter ça, mais on est resté à Messine pour le faire, donc on a fêté ça avec nos supporters. Et nos familles là-bas dans un restaurant. Le match a eu lieu où? Messine. Messine. Le Détroit de Messine. Ah oui, nous irons à Messine à me tendre et cœur gai. Oui. La belladone au jardin que j'aimais, oui. Et vous avez découpé le filet du panier à la fin? Oui, enfin moi j'étais pas parce que j'étais au contrôle antidopage. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il Et veut alors, J'ai coupé comment une ça se partie de la passe? On soirée. aura les résultats la semaine prochaine. On vous appellera. Ah oui, bah Vous n'avez rien à craindre. En fait, le contrôle antidopage, c'est quoi? On fait pipi?
En fait, Titi, oui, un petit gobelet. Un petit gobelet? Ah, très bien. Mais on peut faire un cocorico aussi, parce que c'est vrai qu'elles ont gagné, mais pour une fois, il y avait une finale franco-française, et donc faut aussi féliciter Valenciennes, je crois. C'est vrai, oui, on était sûr de gagner, là, les Français, sur ce coup-là. Oui. Oui, mais enfin, c'est Bourges qui a gagné, puis c'est Bourges, et puis c'est tout. Et hein. l'eau de la piscine était chaude. Et Tapi vous a aidé contre Valenciennes? Non, pas du tout, non, c'est pas... Bah, en tout cas, bravo. 73-71, bravo à Bourges. J'ai une pensée, effectivement, pour Valenciennes. Les gens du Nord ont eu un peu plus de chance en sport, en tout cas, avec Amiens en football. Pour ce qui est du basket, eh bien, c'est Bourges qui l'a emporté. Bravo à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ça a été un week-end très sportif, Pierre Bénichou. Hein. Oh, vous pouvez pas savoir. Moi, personnellement, Oh là là. gymnastique le matin, Ouais. vélo l'après-midi. Après ça, j'ai nettoyé des ampoules qui étaient au plafond, escabeau. J'ai pas arrêté. Et j'ai Et pas de médaille, aucun claquage, rien. Si. Claquage d'un plomb. Il y a eu Liège-Bastogne-Liège en cyclisme ce week-end. Une course de plus de 250 km d'un ennui profond, dit la presse. Ça commence à bien faire, titre même François. C'est un Suisse qui a remporté au sprint la 87e édition de cette classique. Bon, il paraît qu'ils se sont traînés pendant toute la course. Il y a une bonne raison. Pourquoi? Ben, avec les contrôles antidopage, il y a plus de mobilette à l'avant maintenant dans les courses cyclistes. Voilà. Oui. Vous croyez que c'est ça? Mais bien sûr que alors. Bien sûr, en plus, c'est une course de masochistes. Liège-Bastogne-Liège. Liège, Bastogne, Liège, tu te rends compte, il se donne des coups lui-même. Enfin, c'est pas possible. Non mais franchement, c'est vrai qu'elles sont barbantes les classiques là depuis le début de la Eh saison. ben moi je pense que franchement que c'est ça. Hein. Il faut demander à Christine Bravo qui connaît elle-même un journaliste qui connaît des cyclistes, elle nous le racontera. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller pour essayer de les faire aller un peu plus vite là maintenant? Hein, il y a peut-être un truc à faire. alors, Si, il y a un il y a truc à un peu faire. de- Il y a un truc à je sais faire, faut pas, enregistrer les courses et les passer en Ils ont accéléré. essayé la course. Il y a eu de la boxe aussi ce week-end avec un match incroyable, un combat, on dit pas un match en boxe, hein. Un combat étonnant, un type qui s'appelle Rahman, qui est américain et qui a battu... Ramad, oui, tu l'as Jacques connu. Non, pas Jacques Rahman. Si, si. Non, non. C'est un boxeur de première main. Et ça, c'est une Il donne des sensation, coups ça. comme une moulinette. Rahman a battu Lennox Lewis, le Britannique, qui jusque-là était quand même champion du monde des lourds, grâce à un chaos surprise. Vous avez suivi ça, Ben Non, Guigui? j'ai pas suivi ça, non. Ah bah alors, c'est assez rigolo parce que samedi dans Libération, il nous disait que l'Américain était en Afrique du Sud depuis un mois et que c'était peu pour se préparer à ce combat, qu'il avait un peu négligé cette rencontre. Bon, qu'il n'y avait aucun risque parce que normalement c'était gagné d'avance pour lui. Bah total, il a perdu au 4e round. L'Américain Azim Rahman, 28 ans, a créé la sensation en mettant KO le fameux Lennox Lewis. Alors je peux vous raconter quelque chose que Jérôme Papin, un journaliste sportif de la rédac, m'a raconté ici ce matin. C'est que ce garçon a eu un accident de voiture à l'âge de 18 ans. Il n'était pas encore boxeur. Il a eu, je crois, une soixantaine, voire une centaine de points de suture tout le long du corps. Et il a perdu son meilleur C'est ami. le piercing. Pardon? C'est le piercing. Non, c'est deux bannes. Et il a perdu son meilleur ami dans cet accident de voiture. Et c'est à l'hôpital, lors de sa guérison, qu'il s'est dit, si jamais je guéris, je deviens boxeur. Formidable. Et il est devenu boxeur. C'est Rocky, c'est l'histoire de Rocky. Et il se met à battre le champion du monde ce week-end. Personne n'a vu le combat? Non, j'ai pas vu le combat. En revanche, j'ai vu un match aussi où le gagnant n'a pas été celui que l'on croyait. 3 contre 1, notre pauvre ami. Il m'a appelé hier. Il s'est suicidé hier après-midi. Misraï m'a appelé, mais je vous jure que Misraï m'a appelé hier. Il me dit, j'arrive pas à m'en remettre, mais il était vraiment dans une Mais moi aussi, j'ai eu au téléphone, on l'a tous aussi. appelé, évidemment. Mais oui, non. Moi, j'ai appelé, j'ai d'abord commencé, j'ai eu la messagerie de Raphaël Mesrahi, j'ai commencé à rire, je dis donc, en fait, j'ai 2 places pour la finale avec 3. Il avait pris des places pour nous tous Mais pour oui, la finale. Il est tous invités pour la finale avec 3. Il avait fait était floquer sûr. des maillots à nos noms. Mais c'est vrai. il Mais avait c'est tout vrai, préparé. c'est Mais vrai. il faut tout bien que la préparé, le Picardie ait quelque chose en ce moment. Oui, mais en waterpolo, je comprends, mais en football. On termine sur le football, plus rien à dire? Non, rien. Oh non. On était loin du Je football. hais le sport. C'est vrai? Oui. Il faut aussi dire quand même que le Stade français est en finale de rugby, comme ça on aura fait le tour. Ah, très bien. Ah, j'ai encore un peu de sport, mais ce sera pour après la pub. Oui, Allez. oui. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Jacques Martin, Jean-Luc Lemoyne, Sophie Garel et Valérie Mérès. Allez, je dois mettre plus trop longtemps avec le sport, mais juste un mot quand même sur le tennis de table. On doit dire tennis de table quand il s'agit du sport, ping-pong quand il s'agit Oui. du loisir. Encore que Jean-Philippe Gatien, un de nos plus titrés des sportifs dans cette discipline, participe aujourd'hui au championnat du monde. Et lui, il parle de ping. Il dit, c'est mon père qui m'a fait découvrir le ping. Il a été dirigeant d'un club. J'avais 5 ans. Comme je ne dépassais pas la table, je jouais contre un mur. Et là, à Osaka, Jean-Philippe Gatien espère encore obtenir un titre, si ce n'est en individuel,
duel, au moins en double, avec un autre pongiste, Patrick Chila. Il va pas avoir de mal. Au Japon, il n'y a pas de table, il mange par terre. Donc pour faire son ping-pong, il va être. C'est du foot. Attention, les Japonais sont très forts en ping-pong. Ce ne sont pas les Japonais qui sont très forts en ping-pong, ce sont les Chinois, comme vous devriez le savoir. Oui. Et les Ce sont les Suédois. Chinois qui sont les plus forts. Et les Français. Chinois et les Suédois. Et les Français. C'est un sport, moi, que j'ai pratiqué beaucoup, et c'est formidable. C'est vrai? Oui, c'est beaucoup. Je jouais au tennis et au ping-pong, et bizarrement, le ping-pong est beaucoup plus fatigant que le tennis. Parce que le ping-pong, il y a presque autant d'efforts à faire, non pas des grands moulinets avec les bras, enfin moins qu'au tennis, mais il y a une tension nerveuse, c'est quelque chose d'incroyable, le ping-pong. Alors là, c'est les champions du monde à Osaka. On espère une médaille ou un Il a titre. déjà En tout été cas. champion du monde, Gassia. Ah oui, plusieurs fois. Champion. Champion du monde en 93, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 90, en 96, en 98, champion d'Europe par équipe, 12 titres de champion de France, médaillé d'argent au JO de Barcelone en 92, et il a eu encore une médaille en double messieurs, là, au dernier JO. Alors, Eh ben, On va l'avoir au téléphone? non. Oh, c'est bête. Mais- je vais Par poser des téléphone questions. avec lui, c'est ça? Mais non, parce que le ping-pong, pour moi, s'est arrêté quand ils ont mis les raquettes en mousse qui venaient de Chine, justement. Oui. Et ce qu'il y avait de bien au ping-pong, c'est le bruit ping-pong, ping-pong. Oui. Ça ne fait plus ce bruit-là. Et le truc est complètement, ça va trop vite. Ça a perdu tout son attrait. Avant, Pour ça moi. faisait vraiment ping-pong. Ping-pong. Non. Ping-pong. Mais c'est vrai que c'est très snob. On se demande toujours s'il faut dire tennis de table ou ping-pong. Moi, j'avais connu quelqu'un sérieusement qui me disait, il me dit, est-ce que tu joues au basket? Alors déjà, je me suis dit, oh là, s'il met pas le thé à basket, on est mal. Et il jouait aussi au ping-pong. Ah, le ping-pong, c'est quand même quelque chose de... c'est passionnant le match. Hein. Ça marche pas à la télé, c'est le drame parce que ça va trop vite et que l'œil va pas assez vite pour voir le truc. C'est pourquoi le ping-pong est un des sports qui ne sont pas retransmis à la télé. Ouais. Et le drame des sports, de certains sports, c'est qu'ils ne sont pas télégéniques. Mais si à chaque fois qu'on parlait de sport, au lieu de dire on le voit à la télé, vous disiez on l'exerce, Ah oui, ça. ben moi je vous regarderais avec un peu plus d'admiration. Encore plus d'admiration. Le ping-pong, moi j'en fais chez moi. Hein. Ah oui? Ah ouais. J'ai une table. Vous avez une table? Oui. Une vraie table, une Bon, vraie. alors évidemment, on la sort que quand il fait beau, alors on la sort pas souvent. Hein. Mais non, mais- Alors, le ping-pong en plein air est une hérésie totale. Ah. Oui. Parce que la balle est trop légère, donc le moindre coup de vent. Excuse-moi, j'ai pas de grange pour la table de ping-pong. Va prendre la mienne, Excuse-moi, j'en ai pas- deux. Je te remonterai ma grange. Mais qui Deux granges, je sais pas quoi en faire. qui parle de la crise du logement qui te touche? Personne. On parlait de ping-pong en général. Allez, on va quitter le sport pour la littérature. Je sais que ça Ah, vous va enfin. mieux, Jacques Martin. Oui. Et vous allez me dire si vous êtes pour ou contre le transfert des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon. C'est Jacques Chirac, le président de la République, qui propose ce transfert pour le bicentenaire de la naissance de l'auteur des Trois Mousquetaires l'année prochaine. Alors, Roland Dumas, j'allais dire. Alexandre Dumas au Panthéon. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, ça m'est Ah, égal. c'est égal. Bon, Ça m'est égal. Enfin, c'est pas un très grand, mais. Comment c'est pas c'est très grand, Pierre? Non, c'est un Avec grand- tous les tu peux gens dire qui ont ça. écrit pour lui. Non, c'est un très très grand, Très grand. c'est un grand succès de librairie. Et c'est vrai que c'est formidable. Ce n'est pas un géant de la littérature comme étaient les autres. Bon, écoutez, il est né la même année Que Victor Hugo. en 1802. Il avait quand même avec lui des gens qui étaient pas mauvais, qui étaient Flaubert, qui étaient Stendhal, qui étaient Georges Sand. Oui, oui. Et il passait pour un feuilletoniste plus que pour un grand. Exact. Mais il y a des choses extraordinaires. J'ai lu ça ça va vous intéresser, cher public. Dans le journal Les Goncourt, on s'aperçoit à quel point la vie littéraire en France était plus sympathique qu'aujourd'hui. Il raconte un moment, on devait tous dîner au Rocher de Cancale et on va chercher, comment elle s'appelle, Georges Sand qui raconte, on va chercher Alexandre Dumas chez lui. Il dit qu'il n'a pas fini son feuilleton pour le lendemain. Alors on était là avec Flaubert et Victor Hugo et on s'est mis, on a écrit chacun trois pages comme ça on est arrivé avant que le restaurant ferme. Formidable. Tu vois aujourd'hui Solaire se disant j'étais avec un tel et puis alors comme Modiano n'est pas fini, j'ai écrit une page. Maintenant que s'ils lisent un mot, les mecs le flinguent d'une balle dans la tête. Ils prenaient ça à la légère, ils étaient beaucoup mieux que maintenant. Quand même, je suis en train de lire les romans. Enfin, je suis pas en train de lire. Je suis en train de regarder la liste des romans d'Alexandre Dumas. Si je le lisais, on n'aurait pas fini. Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, Le Vicomte de Bragelonne, La Reine Margot, La Dame de Montsoreau, Le Collier de la Reine. Non, quand même. Oui, le chat qui saute. Oui, son Oui, son fils était meilleur que lui, Alexandre Dumas, fils, qui a fait La Dame aux Camélias, qui en a fait beaucoup d'autres, et on dit qu'il y avait une valeur littéraire, bon, je peux pas juger, une valeur littéraire plus grande chez son fils. Et son On peut fils, peut-être transférer les cendres du père et du fils en même temps. et son Voilà, et les cousines. Son fils était très marrant parce qu'il disait, parce que vous savez qu'Alexandre Dumas, le père, il était moitié. Il était métis. Il était fils Ouais. d'une femme qui venait de Saint-Domingue. Donc il était métis, les cheveux frisés, le teint. C'est pour ça qu'il a fait travailler beaucoup de le teint nègres. foncé. Et alors il disait, Alexandre Dumas, fils de son père, mon père est tellement
tellement snob qu'il court derrière sa calèche pour faire croire qu'il a un nègre. Non, c'est joli. Mais en tout Non, moi, cas, je trouve que- la vraie victoire, la vraie victoire d'Alexandre Dumas, c'est quand on arrive à Marseille, qu'on descend, et je jure que c'est vrai, qu'on descend au Vieux-Port, qu'on prend un bateau pour être conduit au fort. Et quand on débarque, le mec, une seconde de le silence, vous voyez ce trou, c'est par là que... Edmond Dantès s'est échappé, c'est magnifique. La baie Faria. Alors, c'est évidemment un roman. Or, ça n'a jamais existé, c'est la gloire. Les Trois Mousquetaires, Ouais. les gens confondent toujours Alexandre Dumas et l'autre histoire. Mais par C'est exemple, un génie, il a inventé les personnages. Ben Guigui. non, moi je trouve que Le Comte de Monte-Cristo est un livre absolument un des meilleurs livres de la littérature française. S'il y a un suspense là-dedans, c'est écrit, c'est formidable. Et je crois que le siècle qui a passé remet à sa vraie place Alexandre Dumas, qui est pas un auteur de second plan, qui est pas, je pense ça. C'est un auteur énorme. Voilà. C'est pas Les Misérables quand même. C'est pas Les C'est pas Misérables. Les Misérables. le- Mais tu te rends compte, être les né Trois quand tu veux, Mousquetaires. vivre en même temps Victor Hugo quand t'es écrivain, c'est quand même difficile. Enfin, en tout cas, il n'y a que le président de la République qui peut décider ou non du transfert des cendres. Ouais, il aurait bien évidemment, fait oui. d'envoyer Elles du sont où charbon. actuellement, ces Avec sa cendres? culture littéraire, c'est normal qu'il décide, Chirac. Oui. Allez, on quitte le Panthéon, puisque déjà, c'est pas bon. Quand on y reste, On y c'est pas est bon signe. quasiment. Déjà, qui veut gagner des millions, qui a encore fait un carton samedi soir. 5,6 millions de spectateurs sur TF1 pour regarder Jean-Pierre Foucault et les candidats de ce jeu. Je dois dire que je suis tombé dessus par hasard. Ah, c'est génial. Ah, Moi, je trouve ça génial. Moi, je ne peux pas m'en décoller. Vous non plus. C'est mon dernier mot. Ouais. Moi, je suis peux pas m'en consterné à décoller. chaque fois. Moi, je suis ça me consterné. consterne. Moi, je suis consterné. suis Et un je suis peu tellement consterné. consterné que je suis scotché, comme toi. Mais oui, mais tout le monde. Jusqu'où ils vont aller Alors au départ, on se fiche des candidats. On dit le nul, il sait même pas. Puis à un moment donné, on se fait piéger aussi. Non, mais c'est formidable. Tout le monde, on ne Tout peut le pas monde tout est piégé. savoir. Moi, on peut être piégé une fois par un truc très simple. D'abord, les Pokémon. Moi, je serais piégé à tous les coups. Ah, moi, je perds à Quand chaque c'est fois, des là. questions genre difficiles, qui est plus vieux, Vercingétorix ou bien De Gaulle? Alors, tu dis Vercingétorix. Bon, ça, c'est des questions dures. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Surtout par an. tu n'es pas piégé grâce à ton immense culture. Mais quand c'est des questions, il y a des questions de mécanique ou des questions de Pokémon. Les questions de Pokémon peuvent être marron. Alors si ça tombe à 303 millions, c'est bien. Puis si ça tombe aux questions à 8000, tu te rends compte de la tronche que tu fais quand tu rentres à la maison. Oui, non, mais Ton les fils, premières questions sont formidables. Les premières Ça, questions, c'est là qu'on Là, chute. par exemple, quel est l'architecte constructeur du grand égout de Rome? Alors ça, je sais Eh pas. ben, ça, c'est simple. Donne les Ça, quatre. Il faut c'est- donner les 4 noms pour Ouais, jouer ouais, jusqu'au non, bout. Tarquin l'Ancien. Mais c'est la portée de tous. ça. Ça, vous l'inventez, cette question-là, Jacques Martin. Bien sûr que je l'invente. Ce qui est terrible, c'est quand ils appellent un copain ou une copine. Qui est encore plus Que le nul. copain Qui est encore sait plus pas. nul. Et là, c'est vraiment pour se fâcher avec un copain, c'est Ah oui. top. ça. Ah oui. Il pleut comme vache qui rit, comme vache qui rigole, comme vache qui tousse ou comme vache qui pisse. Je prends le joker. C'est génial. C'est génial. Mais c'est l'événement l'événement. télévisuel de Il l'année. y avait une question sur les Pokémon qui était très dure, c'était quel est le nom du Pokémon qui parle beaucoup et qui des fois coupe la parole? Cabaloudette. Non, c'était Pibéchou. Moi, j'ai. Il y a quelqu'un qui répond. Dans la liste, il y avait Jacques Martin. Les gens ont failli Oui, répondre. oui, oui. Avec ce que j'ai acheté pour mes enfants. Ah, des Pokémon, vous en avez Oh acheté putain, il y en a 2 mâles à la maison. 2 mâles de Pokémon. Ouais. Non, c'est ridicule. Ça me met en T'aurais colère. pas la dernière Game Boy? Tu la veux? Il l'a paumé. Oh non de Dieu. Non, moi j'ai supprimé les Game Boy. Parce que j'ai constaté que ma fille avait des tremblements. Ah oui? Ouais, sans blaguer. Moi j'y crois pas. Oui, parce qu'elle est jouée en voiture aussi. Hein? Elle est jouée en voiture peut-être. Non, elle était comme ça. Ah non, ils deviennent Elle a des hystériques. Hein. tremblements quand elle est dans vos bras ou... Non. En tout cas, la prochaine fois, j'amène des questions de qui veut gagner des millions. Ah oui, ici. c'est génial. On va jouer à qui veut gagner des millions. Tiens, et les millions, Oui. Europe est d'accord? Comment ça? Eh ben on va gagner. Ah non, j'aurais pas l'argent, j'aurais juste les questions. Ah non, alors, oh. Non, je préférerais le contraire à tout prendre. Oui, L'argent, pas de question. Ça ira plus vite. Dans le succès de l'émission, à mon avis, de qui veut gagner des millions, c'est qu'au début on s'identifie, on se dit qu'on va gagner, et quand ils se perdent sur une question débile, on se dit ah il est con, lui. Et ça défoule énormément en fait. C'est Oui. ça, c'est de se moquer des gens On qui se sont. dit, tiens, il y a plus con que moi. Voilà, c'est ça, exactement, ça rassure. Ça rassure. Oui, mais enfin, sauf qu'à la fin, il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Non, c'est sûr. Faut quand même le dire. Oui. C'est pas si évident que ça de gagner 3 millions, Pierre Bénichou. Pas... Non, c'est pas Oh, si c'était matinée. évident. C'est pas évident, c'est vrai que les premières questions sont un peu expressément faciles.
Bon. Jusqu'à 10 000 francs. Et quand les gens ne savent pas répondre, soit parce qu'ils sont émus, soit parce qu'un truc qui n'est pas de leur génération, machin, qui nous semble, nous, absolument facile et évidente, évidemment, on dit qu'est-ce qu'ils sont contre. Et c'est vrai que ça doit être plus facile devant sa télé que quand on est pour les gens qui ont pas l'habitude. Ah non, moi devant Jean-Pierre Foucault, non. Oh, c'est intimidant. Hein. Voilà, il y a deux personnes qui m'ont intimidé, Mao Tse-tung et Jean-Pierre Foucault. Allez, ce serait le mot de la fin, on se retrouve après le journal. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, Sophie Garel, Jacques Martin, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne et Jean Benguigui. Et vous avez remarqué, les garçons, pendant le journal, les deux filles sont parties en même temps aux toilettes. Ça, c'est un truc très féminin. Mais oui, c'est comme à l'école, il y en a une qui a fait pipi et puis l'autre qui a gardé la porte. C'est incroyable, ça. Et c'est vrai en plus. Comment ça se fait? Mais c'est connu, les filles sont des pisseuses. Mais et les mecs des emmerdeurs. Pourquoi vous êtes obligés d'aller à deux aux toilettes toujours? Pour pas que les garçons se mettent en dessous et regardent par en dessous. Non, parce qu'elle me tient à la porte. Voilà. Bon, mon cher Bénichou, on sort de cet endroit, vous êtes d'accord? Bon, oui. Parlons culture. Alors, un chef d'orchestre est mort sur scène. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Quelle belle mort. Ça s'est passé vendredi soir au Deutsche Oper de Berlin, la plus grande scène allemande. Vous connaissez ça, Jacques J'ai joué pendant l'occupation, moi. Oui, aussi. Le chef d'orchestre en question s'appelle Giuseppe Sinopoli. Oui. Et pendant qu'il était un psychanalyste aussi. Exactement. Voilà. Et pendant qu'il était à la baguette pour interpréter. Et mort. Ah bah oui. C'est dur à diriger. Alors il dirigeait donc Aïda, l'opéra de Verdi, quand à un moment donné, pouf, malaise, à 54 ans quand même, hein, personne ne pouvait... c'est jeune. Oui, franchement. Et il dirigeait donc l'opéra. Il paraît que c'est assez fréquent, finalement. C'est ce que nous dit le Figaro. L'effort physique et nerveux que représente la direction d'orchestre met à rude épreuve le système cardiovasculaire des maestros. Et même si les exemples de longévité ne manquent heureusement pas, on nous dit que c'est déjà arrivé, avec par exemple l'Autrichien Félix Mottl, que je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Félix Mottl. Joseph Cailbert aussi, Dimitri Mitropoulos, Charles Munch. Charles Munch. Oui, mais ça a à voir avec leur longévité, parce que souvent ils ont 95 ans, ils dirigent encore. Charles Munch, et ils meurent, plus comme vieux. Bruno Walter, ils meurent quasiment à l'orchestre. C'est normal. Jacques? Oui, il y a beaucoup de chefs qui meurent en dirigeant. Lui, il avait 54 ans, il était pas vieux. Oui, mais enfin les autres, ceux qui Oui, ont cité, Non, mais Charles Munch, c'est aussi important que Furtwängler ou que Kurt Masur. Paganini ou que des choses comme ça. C'était des très très grands. Moi, je me souviens, on était 4 à l'époque. Et Furtwängler. Ça y est, ça recommence. Et Furtwängler, Paganini, ma modeste pomme, ouais, mon gars. Qui a déjà dirigé un orchestre? Moi, souvent. Jacques Martin? Oui. J'étais sûr. Oui, à la télévision, à l'Opéra de Strasbourg. J'ai dirigé l'année dernière à Biarritz. Encore? Oui. Mais alors, les musiciens peuvent jouer sans vous? Non. Non? Non. Et tu avais une direction assistée? Non. Mais quelle pièce vous avez donné? J'ai dirigé, pour fêter l'an 2000, un concert Johann Strauss. J'ai dirigé à Strasbourg diverses choses compliquées. Et à la télé... C'est votre femme qui vous pousse? Hein? Non, j'adore ça. Ça doit être une sensation formidable. C'est vrai? Ah oui, C'est génial. fantastique. Je sais pas, parce qu'imagine. Je peux vous en parler, regardez-moi ici. Mais c'est vrai. C'est le même esprit. Mourir en scène, c'est en tout cas ce que beaucoup d'artistes... Non mais là ils sont déjà préparés, ils sont pas en scène, ils sont en fausse. Oui. Bravo Sophie. Bravo. Alors je vous emmène au Printemps de Bourges. Ça s'est pas très bien passé au niveau du nombre des spectateurs. Il y a eu moins de monde que les années précédentes. C'est embêtant la chanson. Vous pensez que c'est pour ça? Mais oui. Bon. Il a plu peut-être, non? Alors il a plu là. Je t'aimerais mon amour. C'est à l'amour auquel que je pense. Oh. C'est dû à la météo, dit Daniel Collig, le fondateur de la manifestation. Il a plu, il a fait froid, il a même neigé sur Bourges. Dû aussi aux vacances scolaires qui tombaient pas comme il fallait à Bourges pour que les jeunes puissent venir. Ils auraient pu y penser avant. Bref, ce 25e printemps de Bourges a vu sa fréquentation baisser. Alors particulièrement, il y a eu, nous dit Sébastien Catrou dans Le Parisien, le cas d'Ingrid Caven. Vous savez Ingrid Caven, l'héroïne du Goncourt. Elle a vidé la salle. Il paraît pendant qu'elle chantait, la salle se vidait au fur et à mesure. Ça m'étonne pas. Ça devait être drôle. On a un peu d'Ingrid Caven pour voir si on peut sur les berges. Dans la chambre sans, il y a un Sex Pistol et sa fiancée ensemble. Dans la chambre zéro vide, il y a 3 vidéos. Vidéo 1, Monroe. Vidéo 2, Harlow.
pas si mal. Eh ben voilà, Ah oui, t'es alors. content, là, t'as vidé le studio maintenant. Cela dit, il faut qu'elle continue ses cours chez Berlitz. Hein. C'est pas fini là. Hein. Faut travailler Maintenant, encore. c'est un certain La charme. chanson intellectuelle, qu'on vient d'entendre, avec des accords au quart de ton, et puis n'importe quoi. Oui. Le cœur se déchire sur la branche. Étonne-moi, Albert, tu vas crever. La Il est très chanson. bon. Il est très bon. moi. Tu vois, tu mets la main gauche, tu fais n'importe quoi, et de la main droite, tu tapes une mélodie. Bon, ça, c'est le chanteur. Intellectuel. Oh putain, t'as gâché la soirée. Le chanteur engagé. Oui. C'est donc toujours les mêmes qui boufferont de la langue, bande de cons. Vous rêverez. Là, j'ai honte. J'avais amené ma belle-mère dans un cabaret il y a des années. Elle était là, très lyonnaise. Et alors, elle dit, oh, ils sont charmants. Le premier mec s'amène avec une guitare, il la regarde, et il fait, couvert de fourrure, vous crèverez. Je le cherche, ma belle-mère, elle était sous la table. Donc alors attendez, là on a fait donc le chanteur intellectuel, le chanteur engagé, il y a Oui. quoi d'autre alors après? Bah, les conneries, en ce moment, c'est l'Afrique. Ah oui. C'est que tu lèves mon genou, je baisse ta jambe. Quand tu me caresses, je jouis, tape, tape, tape au ciel. J'écoute, c'est ça. C'est le délice. Et Le alors, résumé du printemps de Bourges par Jacques Martin. oui, et alors, t'as ceux qui se fatiguent même pas. Yaoulé, boum, papa, daouba. Pas il est au daouba, mais, merde. Non, je ne supporterai pas qu'on se moque des arts premiers. Oui. La chanson orientale quand même est sympathique. Ah, bah. Jacques Martin, la chanson Si orientale. tu revoyais mon pays. Ça se permet pas, Jacques. C'est très joli la chanson orientale. La chanson orientale, qu'est-ce que tu connais la chanson orientale, toi? T'es une autre. Ça, c'est la bombe atomique, c'est pas du trafic, c'est quelque chose de très magnifique, ça vient d'Amérique. Moi, je connais. Tu connaissais pas? Là, tu as tout. Tu as l'oriental, t'as le texte con, t'as tout. Écoute, je vais te dire, je ne suis pas susceptible de critiquer. J'ai été au Conservatoire d'Alger pour jeter un œil sur la musique classique arabe du 15e et 16e siècle. T'as bien fait. C'est un chef-d'œuvre. Non, il n'y a qu'une bonne chanson, parce que si un spécialiste de la chanson orientale et de la musique orientale en général, Ah oui. c'est ma modeste pomme. Alors je vais vous dire ce que c'est la plus belle chanson. Ça, elle est modeste, ta pomme. Hein. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Ouais, oui. Et je te donnerai mon coquillage. Tu m'as dit, les yeux bleus, comme les cieux. Ton sourire mystérieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini de nager, tu m'as dit je veux voyager. Toi tu seras mon manager et nous irons jusqu'où? Jusqu'à Alger, tes yeux bleus. Voilà. Non, Voilà. c'est blanc, ça, c'est le texte. Ah, il C'est va- le regretté blanc albinos. Je le dis au Festival de Bourges, si vous voulez faire encore moins de spectateurs l'année prochaine. La prenez vraie Martin et- chanson algérienne, moi je l'ai chantée. C'est hein. quoi? C'est sur cette garzotère africaine. Peut-être bien qu'on y crèvera, qu'on y crèvera. Oh, C'est- Ah ouais, tiens, c'est vachement Ah beau. oui, il y a les c'est Africains. nous, les Africains, qui revenons de loin. Oui, arrêtez, on va pas reprendre les conneries. Pays, Nous avons laissé la balle par nos amis, mais nous avons au cœur une invincible ardeur qui a des temps. Portez haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, À y toucher, nous serions là pour venir la fesser. Battez le tambour, battez le tambour. À nos amours, À nos amours. c'est nous les Africains. Écoutez, Ah oui, merci. ah, ça- Là, il y a du texte. ah, c'est autre chose qu'Ingrid Caven. C'est pas la même chose. Vous méritez le prix Goncourt, tous. hein. Ah, Vous mais comprenez c'est une pourquoi on nous a beauté. viré les pieds noirs quand même. Il y avait de quoi. Bon, allez, au printemps de Bourges, il y a Henri Salvador qui a ouvert Ah. aussi. Alors lui, il fait Un triomphe. Lui, il a quelques printemps. alors hein. lui, il fait un tabac. Je vais le voir ce soir. Eh ben alors, à l'Olympia. Hein. Bah non, ouais, ils chantent pas pour moi ailleurs, hein, je veux te dire, c'est pas à l'Olympia. C'est à l'Olympia que je vais, Malice. C'est la première fois qu'il fait l'Olympia à 84 ans, Henri Ah bah ouais. Salvador. Il Je est veux dire, génial. Il me reste du temps, moi. Mais t'as le temps. C'est la première fois qu'il le fait. Ouais, première fois, c'est bourré pour toute la semaine. Hein. N'allez pas chercher des places, mais il y aura en revanche des supplémentaires au théâtre du Châtelet. Ouais, ouais. Tiens. Les 26, 28 et 30 décembre. Il nous montre son billet, Bénichou. Eh oui, l'as je vous payé. montre mon billet. Mais non, avec la carte vermeille, le mois des 50% avec la musique de Paris et tout. Attends, j'ai la mienne. C'est une chambre avec vue. C'est un
pas à écouter sur la route quand vous commencez à somnoler, hein, mais. Non, mais c'est beau, hein. Mais c'est beau. Hein. Attention, il y a 2 accords qu'on utilise toujours, c'est Do, Ré et Sol. Oui. Ça fait 3. Oui, enfin, 2. Alors après l'Olympia, il sera en tournée en toute la France, Toulon, Qui Nice, c'est Henri Salvador, Rennes, Non, Caen, là. Toulouse, Pau, Genève, Le Mans, Ah, Rouen, c'est bien. Strasbourg, Anneville, Oh Lille, Bruxelles, Bordeaux, Marseille, Montpellier, passe partout, il bosse. Ce soir, Salvador à l'Olympia. Demain soir, à La Cigale, une chanteuse que tout le monde apprend à connaître parce qu'elle cartonne, elle vend des disques par milliers. Vous avez remarqué que nous tous, qui avons affaire à la chanson, vaguement, on parle des gens qui cartonnent. Vendre quelque chose, ce n'est pas la certitude que je sois talentueux. Alors, écoutez, celle dont je vais vous parler, elle a du talent, en tout cas moi je trouve. Tu arrives, vas-y. J'ai écouté tout l'album, elle est demain à La Cigale, elle s'appelle Dido, et il paraît que c'est complet. Ah oui, j'ai couché avec, oui. Très bon, Dido, donc demain soir à La Cigale. Elle est d'origine. Elle est britannique d'origine. Dido Dina dit-on d'un bodo du dindon. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, C'est un exercice. C'était un exercice. Alors, conservatoire. Vous avez vos billets pour Henri Salvador, Bénichou, moi j'ai les miens pour Dido, on les échange, qu'est-ce qu'on fait? Oh, sûrement pas, mon fils. J'étais sûr de ça. Non, mais c'est une sûrement anglaise. pas. Tu es une anglaise, bah oui. Ah oui, elle parle donc anglais, c'est logique. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On reste dans l'actualité musicale. C'est une chanteuse qui s'est mise à la danse aujourd'hui. Oui, mais elle était déjà danseuse, hein, Elle était déjà danseuse. avant de faire Étienne. Et maintenant, elle est au Théâtre des Abbesses dans un spectacle tout nouveau de danse. Le spectacle s'appelle Elle sourit aux larmes. C'est un spectacle de danse. C'est étonnant quand même. Hein? Oui, non, mais je voulais dire la même chose que Valérie. C'est vrai qu'elle vient, elle a eu une formation classique très poussée. Elle a fait partie de grandes compagnies. Et là, en fait, c'est un retour aux sources là. C'est génial. Étienne. Ah oui, ça Étienne est bien. Et ce qui est terrible, c'est que depuis, elle a pas réussi à faire marcher ses albums, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'elle a fait tous les prénoms du calendrier, puis les autres, ça En fait, ça marchait pas trop. Jean-Louis, tiens-le bien. Ça passe pas. Robert. Raymond. C'est arrivé à Pâques, ça a été Pâques. Fête Nat. Au Théâtre des Abbesses, on déconne, mais elle est à partir de ce soir au Théâtre des Abbesses dans le 18e avec un spectacle de danse qui s'intitule Elle sourit aux larmes pour ceux qui ont envie de pleurer. Voilà, ou de la suivre, en tout cas. Allez, on se retrouve après la pub. 18h toujours avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Jacques Martin, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès et Sophie Garel. J'ai au téléphone Maître Guy Guénoun. J'espère que je prononce bien votre nom, Maître. Oui. Bonjour. Vous êtes l'avocat qui avait fait pencher le tribunal administratif de Marseille en faveur d'un Avignonnais qui a gagné un combat curieux. Il a gagné un combat contre l'administration, en fait, puisque grâce à vous, grâce à votre intervention, à votre plaidoirie, il ne va pas payer ses PV, ses procès-verbaux, ses amendes. Pour mauvais stationnement, c'était des PV? Oui, mais c'est tous les Avignonnais qui vont pas payer les PV pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Bravo. Alors expliquez comment vous avez fait. Le tribunal administratif de Marseille a annulé 2 arrêtés de la mairie d'Avignon qui fixaient les zones de stationnement et les tarifs de stationnement sur Avignon. Oui. C'est pas le stationnement qui est devenu illégal, c'est les contraventions qui sont devenues illégales. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté pris par le maire manquait de motivation et devait être annulé. Donc à Avignon, nous avons des contraventions qui sont illégales, ce qui est un paradoxe, et dès lors, les Avignonnais ont une amnistie de leur contravention normalement du 15 septembre au 17 novembre. Il n'y a pas de raison valable à l'interdiction. Voilà, c'est ça en gros. Monsieur Guénoun, c'est Monsieur Benguigui à l'appareil, Monsieur Guénoun. Pourquoi ça s'arrête pendant 2 mois seulement? Pourquoi pas tout le temps? Parce que cet arrêté, la mairie d'Avignon a pris un nouvel arrêté le 17 novembre, que j'ai d'ailleurs attaqué également. Et donc on attend la décision qui concernera l'arrêté du 17 novembre. En fait, on est en train de passer d'un arbitraire contraventionnel à peut-être un état de droit contraventionnel. Alors, est-ce que ce qui se passe là à Avignon, c'est ça quand même qui nous intéresse, c'est valable sur tout le reste de la France? Est-ce que vous pouvez plaider pour des Parisiens? Par exemple, si vous, Laurent Ruquier, vous faites des recours au bon moment, quand il y a des arrêtés qui sortent et qui manquent de motivation, eh bien, vous pourrez obtenir le même résultat. Mais celui qui est illégal, les contraventions. Allez-y, Pierre Bénichou à l'appareil. Dites-moi, est-ce que ça peut faire jurisprudence sur Paris?
vous pourriez éventuellement, effectivement, attaquer des arrêtés de Paris, du maire de Paris. Mais comme c'est un arrêté municipal, ça ne veut pas couvrir la juridiction française. Bénichou, qu'est-ce que vous en pensez? On interrompt l'avocat là parce que. Non, mais pas, je disais que si vous, non seulement vous garez mal votre voiture, mais qu'en plus vous comprenez rien, foutez-nous la paix. Nous on parle avec des gens qui s'y connaissent, monsieur Guenoun. Maître Guenoun. Il dit je comprends pas. On t'a dit déjà, mon petit Laurent. Tu veux que je te supprime la bagnole, c'est ça? 3 fois. Mais je trouve que ces explications sont pas hyper claires. Valérie Mérès, vous avez compris. C'est un avocat, hein? En fait, c'est pas une référence. quand même aussi, Mais justement, je voudrais savoir si vous avez compris. Attendez. Oh, monsieur, oh là! Valérie Mérès, est-ce que vous avez compris, vous? Ben non, j'ai rien compris, mais je suis pas une référence. Si, justement, si vous aviez compris, vous auriez été une référence. Je vais vous expliquer. Il faut que je m'inquiète. Vous n'avez pas compris, ça me rassure. Je vais vous expliquer en termes simples. Oui. Le tribunal administratif, c'est une instance supérieure auquel qu'on saisit le tribunal administratif quand on n'est pas d'accord sur la façon dont marchent les choses administratives. Très bien, maître. Or, c'est un peu comme comme pour savoir si une loi est constitutionnelle, il y a le Conseil constitutionnel. Donc, bien sûr. Ceux qui le disent, ils disent c'est la loi, mais elle n'est pas bonne. Et là, ils disent c'est un arrêté administratif, mais il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que la façon dont ils ont interdit le stationnement devrait être motivé par la nuisance, par le machin, par l'environnement. Et là, Laurent, Maître Guenoun, je crois, je parle sous votre contrôle, maître, leur a prouvé au tribunal administratif que les arguments qui ont mis en place ce décret étaient fallacieux. Et là, Laurent, Oui, Bénichou, j'ai grâce à vous. Je n'ai toujours rien compris. mais oui, parce que c'est tellement chiant qu'il y a un moment où le cerveau il refuse d'entendre. Même les femmes comprennent. Et monsieur l'avocat, là c'est Sophie Garel. Non, je voulais Dis savoir. quelque chose d'intelligent. Qu'est-ce qui est le plus avantageux, de payer un PV à 75 francs ou de se payer un avocat? Ah, voilà, bonne question. Là, je crois qu'il faut, soyons honnêtes, c'est le PV à 75 francs, mais peut-être aussi que peut-être il y a des avocats qui peuvent s'amuser, je le sais, et qui peuvent aussi, peut-être pour les principes... Vous l'avez fait payer votre client ou pas? Pardon? Vous avez fait payer votre client ou pas? Alors, je vais vous dire, entre nous, moi j'étais le client et ma fille était mon avocat. Imposture totale. Le tribunal administratif a donné 5 000 francs pour payer mon avocat. Et le tribunal administratif, c'était votre beau-père? Pas du tout. Et le délit de népotisme, vous connaissez? On vous remercie en tout cas, maître monsieur. Maître Guenoun, il faut bien des emmerdeurs, hein? Mais oui, bien Ça sûr. sert toujours un petit emmerdeur quelque part. Mais En tout cas, les avocats marseillais sont formidables. Ils avaient Collard, maintenant ils ont Guenoun qui lui elle prend sa fille, qui machin, qui le défend. T'as Avignon, c'est pas à Marseille, hein? Mais lui est avocat à Marseille. Maître Guy Guenoun, bravo. Il est parti déjà. Vous êtes fait parente avec Elisabeth Guy Guenoun? Non. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir et bravo. Allez, on applaudit. Bravo. Oh, il en faut des comme ça. Hein, Pierre? Pardon, vous voulez que je dise oui ou non? Vous me dites, moi je m'en fous. Allez, dites oui. Yes. Voilà, merci. si ça marche. Ah, il y a eu un petit problème technique. Tiens, je le dis, c'est sur une antenne concurrente, sur FIP. Vous savez, FIP, c'est une radio de Radio France. Dimanche, vers 4h de l'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Les auditeurs de FIP ont cru que la station avait perdu la boule. En effet, au lieu d'entendre la voix des FIPettes, les FIPettes sont les animatrices qui disent exactement à Sophie. Ramez, petit bateau avancera. Mais pour l'instant, vous êtes en voiture, vous attendez 5 minutes et vous écoutez Jazz à FIP. Voilà, c'est ça, FIP. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 4h de l'après-midi? Au lieu d'entendre les voix féminines, pouf, d'un seul coup, il y a eu une erreur. On a passé un extrait d'une émission d'urgence. Urgence, c'est une autre sans logis. Ce qui fait que pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes, on a entendu un très long discours de Jacques Chirac s'adressant à l'abbé Pierre. C'est extraordinaire. Au lieu des conseils à la circulation. Ça surprend, comprenez? Non, mais ça prouve que les émissions sont pas en direct, surtout. Et oui. ça, c'est très inquiétant. Elles le sont la plupart du temps. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que le programme d'urgence qui doit être diffusé sur la même fréquence que FIP, mais uniquement en ondes moyennes, je complique les choses, a basculé en FM au lieu des ondes moyennes, et d'un seul coup en FM, on a entendu quelque chose qu'on ne devait pas entendre. Voilà. Mais en quoi il y avait une urgence de mettre un discours de Jacques Chirac à l'abbé Pierre? Et les élections, Mais non, alors. parce qu'il s'adressait au SDF. C'était SDF, ne quittez pas votre Jaguar. Mais Ça aurait été cela génial. dit, Il y la a Pierre trop de a monde aussi sur des problèmes de circulation. Ça, on pas doute. T'imagines les conseils d'autoroute là, de l'abbé Pierre, ça va être terrible. C'est sur le périphérique et c'est en ce moment il y a la circulation. Oh. C'est un camarade de collège. L'abbé Pierre? Oui. Ah oui? Lui était chez les grands. Moi, j'étais encore chez les tout petits. Et... Il est de Lyon? C'était ton maître de chorale? Non. Qui avais-tu comme maître de chorale? L'abbé Constantin. Il était gentil? Oh oui. Qu'est-ce qu'il te disait? Viens Où sur sont mes passés genoux, mes on va jouer au pantoufles docteur. Oui, il était très mignon. Je reste dans la radio parce que Énergie, une radio concurrente, est en panne d'animateur.
La station, Combien il paye? La station reçoit de moins en moins de cassettes de jeunes talents désireux de se lancer Mais dans il y la en a carrière. pas. Alors voilà, il y a une petite annonce qui est parue dans Libération, je crois, où ils disent voilà, Énergie recrute 5 et 10 voix pour sa prochaine saison. Alors est-ce que vous voulez être animateur à Énergie, Bénichou? Déjà, à Europe, je trouve que c'est des soirs. Alors, Énergie, tu penses, tiens. Non, j'adorerais y aller. J'adorerais. Moi, tout ce qu'on me demande, je fais. Vous pouvez annoncer un disque, je sais pas, dites maintenant on va écouter Dido. Comme ça, tiens, allez, saute. Et maintenant, tu vas entendre un disque, il va te fracasser, ce disque, tiens. C'est vrai qu'il y a une voix FM comme ça, c'est on salue. Bon, alors maintenant, nous allons passer Dido sur Énergie tout de suite. Allez, on y va. Il faut le faire, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, mais je pense qu'il doit bien rester 1 heure ou 2 dans la semaine à Gérard Miller, quand même, pour qu'il fasse. Oui. Attendez. Il fait des enfants, il fait de la radio, il fait de la télévision. Oui. Mais alors. Sur le prochain disque que je vais vous diffuser, je ne me prononcerai pas. Mais je veux dire, j'aime bien quand je me prononcerai pas, je m'en lasse pas. Non, mais je voudrais faire un petit concours juste avant qu'on parte là, puisque Énergie cherche des animateurs, ça me permettrait d'abord de m'en débarrasser un ou deux autour de la table. Allez-y, on va faire chacun votre tour. Alors, vous avez 1 minute. Je sais pas, Dido. C'est ça, donnez-nous le texte. Allez-y, Jean-Luc. Alors tout de suite, on ne quitte pas l'antenne avec Dido, on l'envoie tout de suite et on danse, on pousse les meubles et on s'éclate. À bientôt sur Énergie. Ça c'est pas mal, hein. Allez-y, Benguigui. Ça, c'est maintenant le bulletin d'information. Il y a une bombe qui a explosé à Tel Aviv. Génial. Il y a 2 morts. On pense qu'Israël va bombarder le Liban impeccable à 10 derrière. Valérie, allez-y, voilà. Et là maintenant t'as une nouvelle bombe là qui chante vraiment vachement fun et tout. C'est Dido. Allez, on se l'écoute. Hein. Jacques Martin. Le 15 mai 1884, Wagner arrive à Dresden pour proposer son 2e opéra à l'archiduc von Schausen. Il s'est trompé de chaîne. Sophie Garel. Alors, pour faire un bon couscous, tu prends de la graine moyenne, tu la trempes un petit peu avec de l'eau humide, et puis après, de l'eau qu'elle est humide, hein, parce que si elle est sèche, c'est pas la peine. Et puis tu fais ça avec les mains et un petit peu de beurre. Et pendant ce temps-là, tu écoutes Dido. On termine avec Pierre Bénichou. Si t'aimes pas Dido, tourne le bouton. Mais si t'aimes Dido, ouvre tes oreilles. Parce que maintenant, c'est Dido. C'est nul. Vous êtes recalés. Et bien, puisque c'est ça, vous êtes condamné à revenir sur Europe 1 demain à 16h30. Très bien.